la première surprise que j'ai à la fin du mois, lorsqu'il m'appelle et me dit, au fait, toi, tu penses que tu mérites quel salaire? Je lui dis que, papa, si vous pouvez me donner même, c'est comme ça que je l'appelais, même 150 000 francs, ce serait pas, ça m'arrangerait. Il dit, ah bon? Il me dit, ok, repasse tout à l'heure. Je sors. Quelques temps après, il m'appelle, je reviens. Il sort une enveloppe et de son tiroir, il me remet l'enveloppe. Et je prends l'enveloppe, je lui dis merci, papa. Et quand je vais sortir, il me dit, mais non, là, ça c'est l'éducation de l'école, ça. Il faut avoir une éducation pratique aussi. Reviens quand on te donne de l'argent, il faut compter. Je dis non, papa, je ne peux pas compter l'argent devant toi. Il dit non, compte. Je commence à compter et puis ça ne finit pas. Je compte des billets, et je me rends compte que j'ai 300 000 francs avec moi. Et je lui dis, mais papa, c'est 300 000 francs. Il me dit, pourquoi tu dis c'est 300 000 francs? Parce que je dis, je vous ai demandé 150 000 francs. Il dit, ah bon? Il dit, ok. Il envoie encore la main dans son tiroir. Il enlève une autre liasse de 100 000 francs qu'il me remet. Il dit, pour ton honnêteté, parce que tu as même reconnu que tu n'as demandé que 150 000 francs et que je t'ai donné juste 300 000 francs, je rajoute ceci. Et j'avais donc du coup 400 francs CFA comme premier salaire, là où je m'attendais à moins que cela. Dites-moi combien de jeunes aujourd'hui peuvent fonctionner de cette manière. D'accord. Donc, ayant grandi dans cet environnement trouble, j'imagine que ça a contribué à te forger une personnalité. Absolument, parce que lorsque on va à l'école en passant sur des têtes coupées des rebelles, ça forge forcément l'homme. Lorsque on va à l'école pendant qu'on entend les balles siffler dans la tête, je voudrais à cet égard me rappeler d'une scène particulièrement marquante au cours de laquelle un expatrié a été abattu à presque une dizaine de mètres de moi en plein jour. Et nous avions un emploi de temps de l'école conséquent avec le couvre-feu, parce qu'à 16h, 17h plus tard, tout le monde devrait être rendu à la maison. Et donc, il fallait se battre dans ce contexte. Et il faut dire que la maison aussi n'était pas très loin du point de rencontre des rebelles qui se retrouvaient pour leur concertation. Et donc, c'était un point de combat permanent entre l'armée dite régulière et les rebelles. Donc nous avons passé notre enfance entre les coups de fusil et vous pouvez imaginer nos parents qui nous mettaient sous le lit ou tantôt parfois dans des caniveaux pour éviter d'être sous l'emprise des balles. Wow. Et bien sûr, cela a forgé notre être, notre manière de faire et surtout notre esprit de combat permanent et surtout d'affronter permanemment la difficulté. Tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est vraiment exceptionnel avec toi, c'est que tu as pu côtoyer de très près des hommes très puissants, très riches, des gens que l'on admire parce qu'on les voit à la télé. D'ailleurs, en ce moment, tu es très proche de Dangote, avec qui tu travailles, qui est l'homme le plus riche d'Afrique. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse des vidéos dans lesquelles tu peux nous parler un peu de ces personnes-là, de ce qui t'a marqué chez elles, parce qu'au final, chacune d'elles t'a marqué différemment. Tout à fait. Cette vidéo, on va parler uniquement de Kadi, mais dans une autre, on parlera de Dangote, de Bobda, ainsi de suite. Et Kadi, tu m'as dit en off que pour toi, c'est l'un des meilleurs négociateurs au monde. Oui. Ça, c'est le père Kadi, je ne cesserai de dire. Si nous étions dans un environnement où véritablement on prend ces hommes au sérieux, c'est des bibles, c'est des manuels scolaires qu'on aurait pu bâtir sur
la base de leur expérience professionnelle. Et je pense que quelqu'un comme Kadi, on aurait pu, avec lui, modéliser ses pratiques professionnelles et les enseigner dans les écoles. Et je peux dire que Kadi, sur le plan de la négociation particulièrement, était un modèle. Et je pense même que c'est l'un des plus grands négociateurs du monde. Il m'aura appris ces techniques de négociation. L'Afrique est le continent qui possède le plus grand nombre de milliardaires qui n'ont pas fait l'école académique classique. Et je pense que beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir comment ces personnes ont fait pour devenir aussi riches. Ça semble défier la logique de notre génération en tout cas. Et bien dans cette interview, on a la chance d'avoir quelqu'un qui va nous expliquer en réalité comment ça marche. Comment quelqu'un sans instruction peut devenir multimilliardaire en Afrique. C'est une interview passionnante dans laquelle tu vas apprendre énormément de choses. On va faire un focus dans cette interview d'abord sur son parcours à lui-même parce qu'au final, comment on fait pour côtoyer des personnes aussi riches et aussi puissantes? On parle de quelqu'un qui aujourd'hui travaille en très proche collaboration avec Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, mais qui avant a travaillé avec des gens comme Kaji Defosso et d'autres multimilliardaires africains. Et donc l'idée va être pour nous dans cette interview d'essayer de comprendre tout d'abord lui-même comment il a fait pour les côtoyer, premier élément, et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'il a appris auprès de ces personnes-là. Dans cette vidéo, on va faire un focus sur un multimilliardaire africain qui est décédé maintenant, perd son ami il y a quelques temps, Kaji Defosso. Mais dans de prochaines interviews, on parlera d'autres multimilliardaires africains tels Monsieur Bobda qui a Afrique Construction ou même d'ailleurs le très célèbre Aliko Dangote. Il va nous partager les coulisses finalement de ces personnes-là et comment elles ont fait pour devenir ce qu'elles sont devenues. Donc c'est une interview dans laquelle tu vas apprendre énormément de choses parce que tu vas aussi te rendre compte que notre génération, finalement, on n'a pas beaucoup de raisons de nous plaindre en réalité. Parce que quand on va voir comment est-ce que, dans le passé, les gens vivaient les conditions dans lesquelles ils étaient et comment ils ont fait pour pouvoir se construire un avenir, on va se rendre compte qu'en réalité, on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui et peut-être moins de raisons de se plaindre que l'on pourrait finalement se trouver à le faire dans le quotidien. Donc reste jusqu'à la fin une fois de plus parce que cette interview, je pense qu'elle va t'apprendre énormément de choses. D'ailleurs, si tu es nouveau ici, sache que si tu es sur Investir au pays, dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne et active la notification. Et puis la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit qui s'appelle 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer dans les affaires. Et puis, si tu veux aller un peu plus loin, je t'invite à venir participer de manière physique aux séances que l'on fait un peu partout maintenant dans le monde entier. Et la prochaine séance que l'on va faire à Paris, c'est le samedi 26 octobre. Tu as dans la barre de description un lien et une vidéo qui t'explique le programme de la journée et comment réserver ta place. Mais aussi pour nos amis de Dakar, on sera à Dakar le samedi 9 novembre et à Abidjan le samedi 26 je pense novembre. Bref, tu vas dans la barre de description là aussi, tu as des vidéos qui te donnent le programme de la journée, comment faire pour réserver rapidement ta place. Si tu veux te créer un business qui peut changer clairement ta vie, il faut que tu agisses et ces rencontres là sont faites pour ça. Allons rejoindre notre invité. Bonjour papa. Bonjour. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu de l'interview et de nous partager pas mal de choses, notamment sur ton vécu. Est-ce que tu peux juste d'abord te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas? D'abord, je voudrais dire que tout le plaisir est pour moi. Je suis Ferdinand Nzouambo, né le 19 avril 1955, donc 5 années seulement avant l'indépendance du Cameroun. Et donc, coutumièrement, nous avons l'habitude de dire que nous sommes les enfants du maquis. Du maquis, pourquoi? Parce que nous sommes nés en pleine rébellion d'avant l'indépendance et d'après l'indépendance. Et naturellement, tu comprends que nous sommes nés dans un contexte politique assez délicat au Cameroun, et notamment à Konsamba, qui était le centre même de la rébellion. Très tôt, nous sommes allés à l'école publique du plateau. C'est à quelques encablures du mont Lonako. Et
pour qui connaît le mont Lonako, c'était le bastion de la rébellion. Et donc, ça signifie que nous sommes allés à l'école en pleine rébellion, tant en termes de contexte politique qu'en termes même de site de la rébellion. Donc, de ce fait, connu une enfance assez délicate, partagée entre la peur et les troubles qu'on peut difficilement supporter lorsqu'on est enfant. D'accord. Donc, ayant grandi dans cet environnement trouble, j'imagine que ça a contribué à te forger une personnalité? Absolument, parce que lorsque on va à l'école en passant sur des têtes coupées des rebelles, ça forge forcément l'homme. Lorsque on va à l'école pendant qu'on entend les balles siffler dans la tête, je voudrais à cet égard me rappeler d'une scène particulièrement marquante au cours de laquelle un expatrié a été abattu à presque une dizaine de mètres de moi en plein jour. Et nous avions un emploi de temps de l'école conséquent avec le couvre-feu, parce qu'à 16h, 17h plus tard, tout le monde devrait être rendu à la maison. Et donc, il fallait se battre dans ce contexte. Et il faut dire que la maison aussi n'était pas très loin du point de rencontre des rebelles qui se retrouvaient pour leur concertation. Et donc, c'était un point de combat permanent entre l'armée dite régulière et les rebelles. Donc nous avons passé notre enfance entre les coups de fusil et vous pouvez imaginer nos parents qui nous mettaient sous le lit ou tantôt parfois dans des caniveaux pour éviter d'être sous l'emprise des balles. Wow. Et bien sûr, cela a forgé notre être, notre manière de faire et surtout notre esprit de combat permanent et surtout d'affronter permanemment la difficulté. D'accord, ok. Waouh, il y a beaucoup de choses à développer là-dedans. Je voudrais que tu puisses nous parler d'une phase de ta vie pendant laquelle tu as été le conseiller particulier d'un des hommes les plus brillants et les plus riches que le Cameroun n'ait jamais connu, Monsieur le Feu Kadi Defosso. Peut-être qu'il serait intéressant avant d'y arriver, oui, de dire comment est-ce que nous avons pu avoir une scolarité dans ces conditions. D'accord, ok. Parce que lorsque nous avions 13 ans, fatalement, on a perdu papa. Et on perd papa dans des conditions assez délicates parce que maman, elle est une ménagère et elle tient, grâce à un petit commerce qu'elle fait au marché A de Konsamba. Et nous devons pourtant aller à l'école et on entre à peine dans le secondaire. Et il faut pouvoir payer la scolarité, il faut pouvoir payer les fournitures. Ça n'a pas été évident du tout. C'est à partir de là déjà que nous commençons à nous forger une certaine mentalité parce que les revenus de maman ne pouvaient pas permettre que nous soyons à l'aise. Et nous avions des frères aînés aussi qui n'étaient pas tout à fait à l'aise, étant nés aussi dans des conditions extrêmement difficiles. Et il fallait pourtant aller à l'école. Et nous avons du coup appris à nous battre de nous-mêmes pour pouvoir générer des revenus complémentaires en sus des peu de revenus de maman pour pouvoir tenir le coup. Et ça, dès l'âge de 13 ans. Et dès l'âge de 13 ans. À cet effet, nous avons appris à faire un certain nombre de choses. Et je peux vous dire que nous avons appris, par exemple, à fabriquer ce qu'on appelle les cocottes minutes. À l'époque, nous avions, à quelques encablures de la maison, un Malien qui fabriquait ces marmites.
et nous y passions pour les fabriquer. Et à l'époque, on fabriquait une marmite, on avait 100 francs CFA, ce qui était une très grande somme à l'époque. Et au-delà de cette fabrique des marmites, on avait également appris à faire des parpaings et on avait aussi appris à trier le café par des déchets dans les cafés. C'est ces revenus combinés, café, fabrication des parpaings et des marmites, c'est cet ensemble de revenus qui aura permis à la fin que nous puissions faire face à notre scolarité et à cette situation. Donc, c'était le lot quotidien de tous les enfants de ta génération, finalement. Pratiquement le lot quotidien des enfants dans de cette notre génération, zone, dans cette zone. Et ça fait que les enfants de Konsamba, en général, ont grandi dans cette capacité à produire déjà des revenus à un âge où à peine normalement on n'est pas censé travailler, et en même temps à subvenir à ses propres besoins et aider ensuite les parents à subvenir à leurs propres besoins. Parce qu'il faut dire, c'est dire la rébellion aussi, et avec les conditions d'insécurité, ne permettait même pas aux parents de faire les activités de façon normale. Voilà. Et donc, tout cela a forgé notre mental et a fait de nous des enfants aguerris et suffisamment préparés pour affronter les difficultés de la vie. Ça aura vraiment marqué notre vie et je pense que un mal pour un bien. Voilà, un mal pour un bien, comme il faut le dire. C'est une expérience qu'il faut partager avec les jeunes aujourd'hui qui pensent toujours que c'est évident. Et aujourd'hui, il y a l'eau, l'électricité et tout le reste dans la maison. Nous apprenions nos leçons sous le poteau électrique, le lampadaire de l'éclairage public. Ce n'était pas évident du tout. Mais nous avons pu travailler dans ces conditions pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, c'est un vrai message de la jeunesse. Véritablement. Il faut le dire, parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont pratiquement tout sous leur main. Pourtant, ils se plaignent, ils pensent que c'est très, très difficile les conditions dans lesquelles ils vivent. S'il faut ajouter à cela le fait que nous n'étions pas aussi... les conditions de sécurité ne nous permettaient même pas d'être dehors à une certaine heure. Je disais tout à l'heure que nous apprenions sous les lampadaires, et donc il fallait se retrouver sous les lampadaires à une heure où on sait que les rebelles et puis l'armée régulière, ils sont pratiquement tous endormis, et donc établir un planning conséquent. C'est vraiment dans ces conditions difficiles que nous avons grandi, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai, le contexte n'est pas le même, mais il faut reconnaître que ce contexte était un peu plus délicat que celui que nous vivons aujourd'hui. Mais ce que tu dis me permet un peu d'embrayer sur une autre question. Est-ce que ce n'est pas finalement ce même type de contexte, même si c'était à d'autres moments dans l'histoire, qui ont forgé beaucoup de milliardaires africains? Parce qu'il y a une étude qui a démontré que l'Afrique est le continent dans lequel on a le plus d'analphabètes milliardaires. Oui, et il faut dire que c'est vrai, parce que je disais tantôt déjà que nous avions appris très tôt à faire des petits métiers. Et l'avantage peut-être que nous avons eu par rapport à d'autres, c'est qu'en sus de ces petits métiers, on allait à l'école. En revanche, il y en avait qui étaient entièrement dans les zones rurales où l'école n'existait pratiquement pas et il fallait qu'ils se forgent une vie. Et cela, c'était entre les plantations, le petit commerce, etc. Et là, c'est les générations, c'est les hommes comme les grands hommes que le Cameroun a connus, les pères Kadji, les pères Fotso et consorts, qui étaient pratiquement tous nés dans des zones rurales et qui étaient confrontés aux mêmes difficultés que celles que j'ai citées tout à l'heure en ce qui nous concerne, mais avec le désavantage de n'avoir pas, de n'être pas dans une zone avec une scolarisation minimale. Et donc, il fallait qu'ils se forgent une vie
qu'ils donnent un sens à leur vie sans être forcément passés sur les bancs scolaires. Et ça a été le cas pour ces hommes que j'ai cités tantôt. Et lorsque ils disent, peut-être d'une manière, peut-être dans un sens figuré, mais qui traduit pourtant toute la réalité de leur vie, lorsqu'ils disent qu'ils ont dû vendre des allumettes pour ce qui est du père Fosso et des bouteilles pour ce qui est du père Kadji, pour être... Des bouteilles en plastique. Des bouteilles pour être ce qu'ils sont. Et on a parfois l'impression qu'ils s'amusent, mais pourtant, c'est du vrai. C'est dire qu'ils ont donné un sens à leur vie en pratiquant le petit commerce. Ça pouvait être peut-être dans des domaines divers, mais ça a été le processus qu'ils ont enclenché pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. D'accord. Alors, je précise juste qu'on va faire plusieurs interviews. Celle-ci, c'est la première. Tout à fait. Et lors de mon prochain passage ici au Cameroun, on fera d'autres interviews pour aborder d'autres thématiques. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut... déjà, comment tu fais pour te retrouver à conseiller l'un des hommes les plus riches du Cameroun? Comment je fais pour me retrouver en train de conseiller? Je voudrais, encore une fois de plus, revenir un tout petit peu sur une phase de mon parcours. Oui. Comment j'ai fait déjà pour rentrer dans le métier de la logistique qui aujourd'hui qui m'a permis de côtoyer beaucoup d'hommes et entre autres des hommes comme le père Kadji. Comment je fais pour y rentrer? C'est que au moment où j'arrive, je boucle le premier cycle, évidemment, le premier cycle du secondaire. Du secondaire, ok. Il faut trouver d'autres moyens, des moyens un peu plus costauds pour pouvoir aborder le second cycle. Et comme à l'accoutumée, nous savions générer nos revenus de nous-mêmes, je suis allé au port de Douala pour faire la manutention. Et là, c'est ce qu'on appelait vulgairement à l'époque le tchouket, c'est-à-dire que vous portez des sacs pour les mettre sur la tête et donc vous faites cette manutention pour gagner un peu d'argent. J'y arrive lorsque je suis en classe de 3e, pour la première fois au port de Douala. Je fais donc le tchouket entre guillemets et au terme des vacances, je gagne quand même suffisamment d'argent pour pouvoir m'acheter des livres et parallèlement, j'obtiens l'entrée au lycée polyvalent, qui était donc la première école, le premier lycée ouvert par les Canadiens. J'y rentre parallèlement et heureusement que je suis donc dans un établissement qui est dirigé par des expatriés et qui privilégie l'excellence. Donc j'ai ma bourse scolaire déjà parce que je suis l'un des meilleurs et en sus de cette bourse scolaire, je passe les week-ends parallèlement à faire le pambé et le tchouret et c'est comme ça que j'apprends qu'il y a des métiers qui existent et qui sont des métiers dits de la logistique. Il faut dire que le mot logistique à l'époque n'existe pratiquement pas. Je sais qu'il y a des métiers portuaires. C'est comme ça que nous appelions ça. Et évidemment, lorsque je reviens la deuxième année d'après, j'ai déjà une situation améliorée. Et ce n'est plus le tchouret que je fais. Je deviens ce qu'on appelle à l'époque pointage. Donc, je fais l'identification et la reconnaissance des marchandises dans le terme logistique, dans l'expression logistique même de l'activité. Et parallèlement, l'entreprise commence à m'accepter comme l'un des stagiaires permanents et je gagne pratiquement, après 2 mois de vacances scolaires, j'ai une somme de 300 000 francs CFA. Je deviens, à cette époque, je suis l'un des plus riches, des enfants les plus riches, et on avait l'impression que j'étais un enfant
des hommes des familles riches. Parce que lorsque j'allais à la librairie pour acheter mes effets scolaires au début de l'année scolaire, je demandais tout simplement un carton et on mettait mes fournitures à l'état neuf pendant qu'il y en avait qui se contentaient des livres. Et donc j'avais donc pratiquement deux grandes sources de revenus. Il y avait ma bourse scolaire et il y avait le revenu des vacances scolaires. Et j'ai combiné tous ces revenus combinés. J'étais devenu pratiquement un enfant qui portait déjà sa maman et sa famille. Et dès le secondaire. Dès le secondaire. Et c'est comme ça que, au terme de mon cycle secondaire, j'obtiens le baccalauréat. Et je sais donc qu'il existe des métiers de portuaire dits de la logistique. C'est donc tout naturellement que lorsque je boucle avec la maîtrise à l'université du Cameroun, que je me prépare déjà à une formation, je suis déjà aguerri, un homme aguerri du terrain en matière de métiers logistiques, et il faut donc aller parfaire ces métiers logistiques en Europe, et c'est ce que je fais pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, naturellement, lorsque je reviens, je suis l'un des premiers logisticiens camerounais, et avec tout ce que ça comporte. Donc, un homme à la fois, voilà, aguerri sur le plan de la pratique professionnelle. Et il faut d'ailleurs dire que lors de mon parcours académico-professionnel en Europe, je suis pratiquement l'une des personnes qui donne des cours de la pratique professionnelle, parce que un homme qui, pendant une dizaine d'années déjà, était sur le terrain et qui connaissait les méandres du métier. Voilà, donc quand je reviens, je suis préparé à rentrer dans la chaîne logistique du Cameroun, et qui comportait pratiquement 5 branches. J'entre dans la branche de la manutention, la SOCAMAC, la Société camerounaise de manutention et d'accolage, qui était la branche logistique de la chaîne nationale de transport. Mais avant d'y rentrer, je voudrais encore vous faire remarquer que le temps qu'on prépare mon job description pour que je commence, j'ai dû me lancer dans d'autres métiers. J'ai fait à la fois l'UCAO, où j'ai obtenu très rapide, par un test, de pouvoir diriger leur service logistique, où j'ai fait à peine une semaine, parce qu'il y avait un homme d'affaires qui, à l'époque, s'appelait Bonnier, et qui était un très grand commerçant, et où je suis allé le rencontrer naturellement pour lui dire papa, est-ce que je peux vous apporter quelque chose? Il m'a dit, je ne vois pas ce que tu vas m'apporter avec tes tas de papiers. C'est comme ça qu'il appelait les diplômes. Et je lui ai dit, je suis prêt à le faire même sans avoir une rémunération. Il m'a dit, ok, si tu veux, vas-y, il n'y a pas de problème. Je démarre et j'organise son activité. Je vais vous dire, la première surprise que j'ai à la fin du mois, lorsqu'il m'appelle et me dit, au fait, toi, tu penses que tu mérites quel salaire? Je lui dis que, papa, si vous pouvez me donner même, c'est comme ça que je l'appelais, même 150 000 francs, ce serait pas, ça m'arrangerait. Il dit, ah bon? Il me dit, ok, repasse tout à l'heure. Je sors. Quelques temps après, il m'appelle, je reviens, il sort une enveloppe, et de son tiroir, il me remet l'enveloppe, et je prends l'enveloppe, je lui dis merci papa. Et quand je vais sortir, il me dit mais non, là ça c'est l'éducation de l'école, ça. Il faut avoir une éducation pratique aussi. Reviens, quand on te donne de l'argent, il faut compter. Je dis non papa, je ne peux pas compter de l'argent devant toi. Il dit non, compte. Je commence à compter. Et puis, ça ne finit pas. Je compte des billets, et je me rends compte que j'ai 300 000 francs avec moi. Et je lui dis, mais papa, c'est 300 000 francs. Il me dit, pourquoi tu dis c'est 300 000 francs? Parce que je dis, je vous ai demandé 150 000 francs. Il dit, ah bon? Il dit, ok.
il envoie encore la main dans son tiroir, il enlève une autre liasse de 100 000 francs qu'il me remet et dit, pour ton honnêteté, parce que tu as même reconnu que tu n'as demandé que 150 000 francs et que je t'ai donné juste 300 000 francs, je rajoute ceci. Et j'avais donc du coup 400 francs CFA comme premier salaire, là où je m'attendais à moins que cela. Dites-moi combien de jeunes aujourd'hui peuvent fonctionner de cette manière. Non, mais donc ça rejoint un peu d'autres interviews qu'on a faites, ton intégrité. Et dès le départ, tu ne courais pas vers l'argent, en fait. Tout à fait. Parce que du coup, la tentation, elle est grande quand tu es encore au collège et que tu as autant d'argent. Je voulais te demander, mais c'est facile à ce moment-là de se dire à quoi me sert l'école? Tout à fait. Vu que je gagne déjà autant en étant au port. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ce trop-plein d'argent aurait pu me détourner. Mais au contraire, c'était pour moi une motivation supplémentaire. Parce que à tous les coups, j'avais l'intime conviction que j'étais utile à la société et que je m'imposais. Parce que je sentais que j'étais accepté, non pas par rapport à ce que j'étais des conditions modestes, mais je sentais que j'étais accepté de par ce que j'apportais aux autres. Et j'ai commencé à comprendre l'importance qu'il y a à maîtriser sa vie professionnelle, à maîtriser ce qu'on fait et surtout à bien faire parce que c'était forcément porteur. Et donc, pour être né d'une famille modeste et d'être respecté par des directeurs d'entreprise, d'être respecté par des hommes d'affaires comme de cette envergure-là, et qui, pour la petite histoire, au moment où Mbonye me donne 400 000 francs, il me fait rentrer dans un bureau qu'il aménage pour moi. Donc, l'épaisseur de la moquette était pratiquement de 15 cm. Et donc, j'étais dans un bureau pratiquement professionnel. Et il a fait appeler tous ses collaborateurs. Il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que c'est cet homme qui est directeur. Et là, je sens que je ne suis pas arrivé là au hasard. Ouais. Et il faut que je donne davantage. Et pour la petite histoire, le mois d'après, je suis à 600 000 francs de salaire qu'il me donne, et parce que je suis en train de bouleverser entièrement ses affaires. Et de plus en plus, j'ai la conviction que Mbonye et tous les autres m'acceptent, et même les collaborateurs qui me regardaient d'un air dédaigné et qui ne comprenaient pas que quelqu'un vienne avec les papiers, comme ils appelaient à l'époque, et qui estimaient que je n'avais rien à leur apporter. Et petit à petit, ils ont compris que j'apportais une organisation optimale au niveau de leur entreprise, que je leur apportais quelque chose. Et ils m'ont, naturellement, ils ont commencé à me respecter, au même titre que mes patrons me respectaient. Et cette aventure avec Mbonye ne va pas durer, parce que fatalement, la Socamac m'appelle, et pour la petite surprise, quand la Socamac m'appelle... Mais Mbonye était au courant que tu attendais quelque chose. Était au courant que je devais aller à Socamac. Et là encore, c'est une phase très, très importante de ma vie et qui peut servir de repère et d'exemple aux jeunes. Au moment où la Socamac, qui était en train de préparer mon job description, m'appelle maintenant pour prendre du service, naturellement, je vais dire à M. Mbonye, j'étais en fait préparé pour aller dans une entreprise publique. Et je vais donc y rentrer. Et il m'a dit, ils vont te payer combien? Et je lui dis, vraiment, je ne sais pas encore quel va être mon salaire. Il me dit, non, s'ils vont te payer plus, je suis prêt à doubler. Parce que tu m'es utile. Bon, et je vais quand même au niveau de Socama pour avoir ma lettre d'embauche. Et curieusement, lorsqu'on me donne ma lettre d'embauche, je dois toucher 387 000 francs. Et donc, je suis plutôt en deçà de ce que j'ai déjà obtenu chez Mbonye. Et là, c'est quand même problématique. Bien sûr. Dois-je, et Mbonye qui est prêt à doubler même les 600 000 francs, et la Socama qui me propose 387 000 francs. Il faut donc choisir entre là où
je dois pratiquer véritablement le métier que j'ai appris, là où je dois avoir une certaine constance dans ce que j'ai à faire, là où je dois me déterminer davantage parce que j'ai un profil de carrière déjà établi. Bref, dans une entreprise de renom et la petite entreprise de Boigné, qui est une entreprise unipersonnelle où je gagne suffisamment d'argent, mais avec peut-être pas les mêmes perspectives d'avenir. Il faut donc choisir. J'ai choisi donc de toucher les 387 000 francs et d'oublier les 600 000 francs. Mais encore une fois de plus, fatalement, Boigné, je lui dis, papa, pour toute la confiance que vous m'avez faite jusqu'ici, je vais faire une chose, je vais à Socamac, mais je reviendrai continuer à vous accompagner dans votre affaire. Et donc, les midis, je ne vais pas les avoir, je viendrai travailler avec vous. Le soir, lorsque je boucle à Socamac, je viendrai travailler avec vous. Vous ne me payez pas. Je ne demande pas à être payé. Je suis très heureux de voir grandir votre affaire, de continuer à l'accompagner. Il me dit, ok, je suis d'accord dans ces conditions. Et je travaille donc, je vais donc à mon embauche à Socamac et je fais ce que j'ai promis. Midi, 14h, j'allais chez Boigné, aux établissements Boigné. Dans la soirée, j'allais lui donner pratiquement 1h ou 1h30 de mon temps avant de rentrer chez moi. Et la logistique étant déjà un métier d'astreint et contraignant, je devais à la fois être à la disposition de la Socamac et à la disposition de Boigné. Et j'ai travaillé comme ça. Il m'appelle encore une fois de plus dans son bureau ou un soir où je passe et il me tend une enveloppe. et je lui dis, mais papa, il me dit non. Je dis non, je n'ai pas demandé de salaire. Je vous avais promis de faire ça gratuitement. Il dit oui, mais vraiment une fois de plus, j'admire votre honnêteté, votre manière de faire. Prenez ça, ne considérez pas cela comme un salaire, prenez ça comme tel et il n'y a pas de problème. Quand j'ouvre l'enveloppe, j'y trouve dedans une somme de 700 000 francs. Et donc, j'ai donc les 387 000 francs de la Socamac, plus les 700 000 francs de Boigné et tous les mois. Et ça a duré ainsi 6 mois. Waouh! Boigné, s'il vous plaît, au terme du troisième mois, Boigné me donne plus 700 000 francs, il me donne 1 million de francs. Donc, et au terme de du troisième mois de Socamac, je suis confirmé, et donc je suis cadre confirmé, et le salaire de 387 000 francs à la Socamac passe aussi à 600 000 francs, et donc j'ai 1 million chez Boigné et 600 000 francs chez Socamac, j'ai 1 600 000 francs. Et donc, vous voyez comment on... et là, on peut dire que j'étais très, très à l'aise financièrement, mais c'était le fruit du travail parce qu'il fallait bosser le samedi, il fallait bosser le dimanche, sans toutefois altérer, évidemment aussi, mes convictions religieuses. Je peux vous dire que la logistique m'aura aussi permis d'être quelqu'un de très, très organisé, de savoir que chaque instant chez moi doit être maximisé. Et ce que je n'ai pas pu faire en journée, je pouvais récupérer parfois dans mes heures de sommeil. Au lieu de me réveiller à 6 heures, je suis obligé de me réveiller à 4 heures, voire 3 heures de temps à 3 heures, pour pouvoir rattraper ce que je n'ai pas pu faire en journée, etc. Donc voilà un peu l'environnement dans lequel je démarre ma vie professionnelle. Et tout cela m'a forgé et a permis que lorsque je rencontre, après une certaine période à la Socamac, je suis déjà quelqu'un qui peut me vendre très cher. Je suis je suis repéré dans les entreprises, je suis connu et je grimpe aussi très rapidement au niveau de Socamac. Et au niveau de Socamac, on me fait confiance et après, je passe chef de service, je passe chef de département et je passe directeur adjoint au niveau de Socamac.
et on m'envoie dans une entreprise, dans la seconde entreprise de la logistique, et cette fois-là c'était la logistique routière de la chaîne nationale de transport, Cantenaire, qui battait de l'aile pour faire bouger l'exploitation là-bas, où je deviens directeur d'exploitation. Et au passage, je dois dire que l'aéroport de Simalène, le palais de Bormeka, le palais de l'Unité, l'hôtel Hilton à Yaoundé, il y a eu une pierre qui est rentrée, ou une aiguille qui est rentrée dans la construction de ces édifices. Je suis bien celui qui a piloté la logistique de tous ces équipements des usines de production rendues sur les sites. Et donc, tout cela a forgé ma popularité dans le cadre du métier. Et donc, de me faire connaître aussi par tous ces hommes d'affaires qui venaient chercher leurs marchandises au port, les pères Kadji, les pères Fotso, les Bob d'Afrique Construction, les James Onobiono de Citabac, etc. Donc tous j'ai eu à les côtoyer de par mes fonctions professionnelles et particulièrement mes fonctions logistiques. Et voilà, j'étais donc quelqu'un de désiré, une femme désirée un peu partout. Et ça m'a permis de parcourir d'aller pratiquement d'une entreprise à l'autre parce que j'étais très sollicité, j'étais devenu presque comme un joueur pro et on me désirait, on me disputait et je partais d'une entreprise à l'autre. Et je dois dire qu'aujourd'hui, d'un côté, je suis à ma 12e entreprise dans ma vie professionnelle. Et naturellement est donc arrivée l'époque où je devais aller servir, après que j'ai parcouru les entreprises nationales, les multinationales comme Bolloré. À l'époque, c'était Société Delmas Verger, STV. Et je pars de chez Bolloré pour aller travailler, revenir dans une Socamac privatisée et donc tenue par des nationaux, et de la Socamac privatisée chez Kadji, parce que Kadji avait une ambition particulière, celle de recréer la chaîne nationale de transport qui a connu des difficultés, et donc qui a été privatisée, rétrocédée en pièces détachées, si on permet cette expression-là, aux uns aux autres. Et donc, le père Kadji, quand je vais avec lui, c'est justement dans l'optique d'asseoir une logistique spéciale pour ses affaires. Voilà comment je me retrouve en train de conseiller le père Kadji. Et fatalement, la logistique est, j'ai toujours dit, le plus beau métier du monde, étant le métier de l'organisation, de la science même de l'organisation. Je ne fais pas que la logistique en tant que support de la marchandise chez Kadji. Je fais la logistique en tant que science de l'organisation. J'organise ses affaires, à la fois ses affaires sociales, politiques et tout. Je deviens pratiquement un conseiller incontournable dans sa vie. Et c'est pendant cette phase de la vie, j'ai compris comment est-ce que ces grands hommes qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école, comment est-ce qu'ils réussissent dans leur vie à force de pratiques courantes et d'amélioration de ces pratiques courantes, à force du goût du risque. Parce que nous, quand on calcule le risque à l'école, et ils affrontent le risque de façon concrète, et lorsqu'ils tombent, ils ont cette capacité de se relever et de pouvoir avancer. Lorsque nous réfléchissons sur un projet en termes de risques calculés sur le papier, et ils regardent le contexte dans lequel ils évoluent et ils prennent la décision de commencer. Ils ont le courage de le faire
Et même lorsque ils échouent, ils ont la conviction personnelle qu'ils peuvent repartir et se relancer autrement. C'est pour ça que très souvent, lorsque nous discutions dans des projets avec le père Kadi, il y avait des moments où il disait « Ok, je t'ai écouté en tant que mon conseiller, d'accord, merci pour tes conseils, mais je décide que je vais faire c'est selon mes propres convictions. » Et j'ai remarqué que très souvent, lorsque c'était le cas, là où j'avais fait des calculs des risques, des calculs scolaires, académiques des risques, lui, il arrivait et avec son flair et sa hargne de réussir, il arrivait à bousculer tous ces risques et à réussir parfois là où j'avais des doutes. Et pour la petite histoire, quand c'était le cas, il revenait le lendemain me dire tu vois qu'il n'y a pas que l'école. Hein? Bon, il arrivait aussi évidemment des moments où ça loupait. Et quand ça loupait, il avait toujours cette habitude de passer par mon bureau avant d'aller dans le sien. Et il avait l'habitude de lancer cette boutade. Bon, tu mérites. Comme pour dire que tu te moques de moi. Donc, mais on riait, on se dit, bon, mais j'avoue que très souvent, il réussissait là où j'avais des doutes. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est vraiment exceptionnel avec toi, c'est que tu as pu côtoyer de très près des hommes très puissants, très riches, des gens que l'on admire parce qu'on les voit à la télé. D'ailleurs, en ce moment, tu es très proche de Dangote, avec qui tu travailles, qui est l'homme le plus riche d'Afrique. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse des vidéos dans lesquelles tu peux nous parler un peu de ces personnes-là, de ce qui t'a marqué chez elles, parce qu'au final, chacune d'elles t'a marqué différemment. Tout à fait. Cette vidéo, on va parler uniquement de Kadi, mais dans une autre, on parlera de Dangote, de Bobda, ainsi de suite. Et Kadi, tu m'as dit en off que pour toi, c'est l'un des meilleurs négociateurs au monde. Oui. Ça, c'est le père Kadi, je nécessaire de dire... Si nous étions dans un environnement où véritablement on prend ces hommes au sérieux, c'est des bibles, c'est des manuels scolaires qu'on aurait pu bâtir sur la base de leur expérience professionnelle. Et je pense que quelqu'un comme Kadi, on aurait pu avec lui modéliser ces pratiques professionnelles et les enseigner dans les écoles. Et je peux dire que Kadi, sur le plan de la négociation particulièrement, était un modèle. Et je pense même que c'est l'un des plus grands négociateurs du monde. Il m'aura appris ces techniques de négociation. Lorsque nous allions négocier les prix d'achat des matières premières, notamment le malt, le houblon qui rentre dans la... Oui, parce que Kadi, il a une brasserie. Kadi a une brasserie. Et donc, il me souvient qu'il avait ce que je peux appeler des prérequis en matière de négociation. Lorsque il rencontrait ce que je peux appeler l'adversaire, entre guillemets, la première marque de Kadi, c'était d'abord de marquer du terrain. Il fallait qu'il prenne l'ascendant sur son interlocuteur. C'était sa marque de fabrique. Il faut prendre l'ascendant psychologique sur l'interlocuteur. Et comment il le faisait? Lorsque nous entrions dans un bureau en Europe pour négocier, la première des choses, c'est qu'il ne s'asseyait pas. Dès la porte, il demandait, monsieur, à combien vous vendez votre malt? Et évidemment, l'interlocuteur, le vendeur, il ne comprend pas. Il dit, mais asseyez-vous, vous êtes venu pour qu'on... Il dit, non, je ne m'assois pas. Est-ce que je suis venu pour m'asseoir? Je suis venu pour acheter le malt. Donnez-moi le prix. L'interlocuteur,
Il est gêné, il comprend. Oui. Il est déstabilisé. Il dit, mais asseyez-vous, prenez de... Non, et il se tourne vers moi, le père Kadji. Il dit, mais quel est son problème? Qu'il nous donne le prix, on parte. Qu'il nous donne le prix, on parte. Qu'il nous donne le prix, qu'on parte. Mais, et qu'il nous donne le prix, qu'on parte. Et donc, du coup, l'interlocuteur est gêné, il ne comprend pas. Il se dit, mais cet homme, dont il vient tout simplement, il est tout simplement intéressé par le prix. Et bon, il me souvient que l'un de nos interlocuteurs a dit 125 francs. Il dit 100, et c'est tout. Au lieu de parler à l'interlocuteur, c'est à moi qu'il s'adresse. Il dit, il a dit combien? J'ai dit, mais président, il parle de 125 francs. Il dit, tu comprends pourquoi? Donc, heureusement qu'on n'a pas déposé ça. Toi, on part. Il est à la porte, hein? Il ne s'est pas encore assis. Et du coup, l'interlocuteur dit, non, mais vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas. Et moi, je dis à l'interlocuteur, c'est moi qui reviens et qui dis à l'interlocuteur, et lui, il est déjà sorti, hein? Il est à l'extérieur déjà. Donc, et c'est moi qui dis à l'interlocuteur, mais c'est que vous l'avez froissé par le prix. Il dit non, vraiment, venez, c'est négociable, on va discuter, on va négocier. Il dit, et lui, c'est toujours à moi qu'il s'adresse. Et quand il dit qu'on va discuter, on discute quelque chose qui est déjà trop. Qu'il le dise même d'abord ce qui est normal avant qu'on peut avoir le courage de s'asseoir parce qu'on sait qu'on va arriver au... Et l'interlocuteur passe parfois en deçà de 100 francs déjà. Et dit, vraiment, je ne suis pas venu ici pour... Et c'est moi qui lui dis, président, allons quand même nous asseoir. Allons quand même nous asseoir. Et je dois le supplier pour qu'il entre. Ça veut dire que dans l'esprit de l'interlocuteur, c'est que cet homme, à tout moment, il peut partir. Et donc, il a déjà marqué son ascendant. Au moment où nous nous asseyons, l'interlocuteur est déjà à la moitié du prix pratiquement parfois. Et sans que nous ayons dit deux mots. Fait une seule proposition. Une seule proposition. Nous n'avons pas encore fait de proposition. Ça veut dire que lui-même, il a déjà, de par son attitude, il a déjà cassé le prix en deux. Et lorsque naturellement on s'assoit, et là, il a une manière, il a une autre marque de fabrique, c'est qu'une fois qu'on est assis, il dit, bon, qu'est-ce qu'il raconte? C'est à moi qui demande, qu'est-ce qu'il raconte? Il ne s'adresse toujours pas encore à l'interlocuteur. Et l'interlocuteur dit que, mais, président, comme il m'entend l'appeler président, il dit, président, non, mais on peut se parler. Et lui, de me dire que, non, qu'il parle d'abord avec toi. Donc, il n'interfère pas encore. Lui, il est à une position où, donc, il veut que je négocie d'abord à mon niveau. Et puis, il sait que quand je vais faire des propositions, je ferai des propositions, bien sûr, largement en deçà de la réalité. Je ne me gêne pas de dire 50 francs, par exemple. Et quand je dis 50 francs, lui dit là-bas, mais quand tu dis 50 francs, c'est toi qui payes, monsieur. Et donc, et là, ça veut dire que jusque-là, nous n'avons pas encore discuté. Non, lui et l'interlocuteur ne se sont pas encore parlé. Et on avance ainsi, et je peux vous dire qu'on sortait de là, parfois, avec un prix, je n'aurais jamais pu imaginer qu'on puisse acheter à ce prix. Et il ne s'arrête pas là. Une fois qu'on est parti de là, on rentre dans son quartier général à Paris. Et puis, il dit que, bon, non, quand on veut rentrer dans son quartier général à Paris, il dit que non, repassons par Anvers. On avait l'habitude d'acheter d'abord le malt à Anvers. Et quand il arrive à Anvers, où on achetait d'abord le malt, il entre, il traverse la porte. Une fois qu'il traverse la porte, il va dire à son ancien fournisseur, je suis venu prendre mon argent.
Et le fournisseur ne comprend pas. Quand il dit, je suis venu prendre mon argent. Il dit, je suis venu prendre mon argent. Il est debout. Et là, il lui parle. Oui, je suis venu prendre mon argent. L'interlocuteur, il ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas de quoi. Il s'agit de quoi? Il me demande. C'est à moi qui demande. Mais il parle de quoi? Il s'agit de quoi? Et lui, il se retourne vers moi maintenant. Il dit que, dis-lui de me rembourser tout ce qu'il m'a bouffé sur le malt depuis qu'il me vend le malt. Parce qu'il m'a pris comme un con qui le bouffe depuis, il mange mon argent tranquillement et depuis, dis-lui à combien on vend le malt. Et le prix, c'est moi qui vais dire maintenant, je suis en dessous du prix qu'on nous a donné à Ipswich, à Londres. Je dis, on a le malt, on l'obtient à 49 francs. Il dit, mais c'est pour ça qu'il dit que, dis-lui de calculer les différences entre ce qu'il m'a vendu jusqu'ici et ce montant il me donne. Je ne suis pas venu pour discuter avec lui. Je ne veux pas de son malt. Je veux seulement les différences, mon argent. Et l'interlocuteur a commencé à dire, mais vous avez eu de... Je dis, oui, on a eu le malt à 49. Il dit, non, c'est pas possible. Non, ce n'est pas que ce soit pas possible. Je vous crois. Je vous crois, mais sachez que c'est une affaire de cours. Il va rentrer dans la fluctuation des cours, dans machin et tout. Le père Kadji est debout. Et il dit quoi? Il dit que, bon, il veut dire qu'à l'époque, il dit, je ne comprends rien de tout ça. Ce que je veux, c'est mon argent. Il m'a volé pendant des années. Et il me rembourse. Alors, une fois de plus, le bonhomme qui nous fait asseoir avec beaucoup de peine est déjà psychologiquement cassé. Il sait que le malt qu'il donnait il y a quelque temps à plus de 100 francs, il va devoir le donner aujourd'hui à 49 francs. Et quand il dit, il faut d'abord qu'il explique pourquoi il peut vendre aussi à 49 francs. Et le père Kadji lui dit que non, jamais de la vie, tu ne peux pas. Tu dois vendre moins que ça pour que je récupère les différences là que tu m'as volé depuis. Et le bonhomme, on partira de là avec 46 francs. Vous imaginez, c'est que ça c'est incroyable. C'est brillant. Hein? C'est brillant. On n'enseigne pas ça en négociation. Hein. On n'enseigne pas ça. Hein? On n'enseigne pas du tout ça. On n'enseigne pas ça. C'est une approche, c'est à tout moment, et chaque fois que je lui demandais, mais comment tu réussis à faire ça? Il dit que, mais non. Il dit que quand tu t'assois, quand tu pars pour négocier, il ne faut pas que ton interlocuteur, qu'il soit plus fort que toi. Il faut d'abord, il appelait ça l'embrouiller. Il faut qu'au moment où vous vous asseyez à table pour parler maintenant véritablement affaire, il sait déjà que c'est toi qui est c'est le vendeur, hein? C'est lui qui a la marchandise. Et donc, c'est lui qui doit chercher, qui souvent a de l'ascendance sur toi. Il faut que tu inverses la tendance, qu'ils comprennent qu'il peut se passer tu peux te passer de sa marchandise, tu n'es pas incontournable. Et donc, ça, c'est quand même assez curieux, non? Hein? C'est très bien fait. Surtout avec quelqu'un à côté, c'est très bien fait. Et il organise une scène, cette méthode, cette manière de créer un environnement psychologique qui ne permet pas à son interlocuteur d'être suffisamment, de prendre une quelconque ascendance sur nous. Non, au contraire, il le déstabilise à tous les coups. Et donc, au moment où on entre véritablement en négociation, le gars, il est pratiquement, pour reprendre l'expression, comme il est cuit. Et donc, le message passe très, très rapidement, c'est que ces désiderata passent sans problème, etc. Et il ne se fait pas du souci. Et autre chose, c'est qu'il n'a jamais
honte. Lorsque quelque chose lui est taxé à 100 francs, il ne se gênera pas de commencer par dire qu'il paye 10 francs. Non. Non, il ne se gêne pas. Alors que, intellectuellement parlant, nous qui avons fait... On comprendrait mal que lorsque on te propose une marchandise à 100 francs, bon, la tendance, tu sais que nous sommes dans des formules toutes faites de rabais. On s'est dit que la logique voudrait que, même si on demande un rabais, ça ne devrait pas être au-delà de 15%, de 10%, ça, etc. Oui. Au-delà de 10%, nous sommes dans sommes dans cette logique. Mais le gars, il casse la baraque. 90%. 90%. Et très souvent, donc, il réussit à aller au-delà de l'audace. L'audace. Là, mais en fait, il savait d'où il venait, il n'avait peur de personne. Exactement. Ça, c'est des... Et il y a plein de petites touches comme ça qu'il a pu faire avec nous. Et même sur le plan, même sur le plan politique, il ne se gênait pas du tout lorsque il fallait prendre une décision. Il avait toujours cette méthode d'aller au-delà de ce que vous pouvez imaginer et de vous ramener à l'opposé de ce que vous pensez d'une façon absolument brutale au départ. Et maintenant, c'est à vous à chercher à l'amadouer et à le ramener. Non, mais il a déjà pris une position diamétralement opposée à la vôtre. Et c'est vous qui vous donnez de la peine pour le ramener à la voie intermédiaire. Non. Il a cette manie aussi d'utiliser un médiateur. Vous imaginez quelqu'un qui parle avec vous, au lieu qu'il il est là mais il ne vous parle pas. Il ne vous parle pas. Et donc vous avez du mal à lui répondre. Parce qu'il parle à un tiers comme s'il ne comprenait pas ce que vous dites. Et il parle dans la même langue. Vous parlez la même langue, il vous perçoit très bien, mais ça paraît parfois comme... Donc vous trouvez que c'est quelqu'un qui n'est même pas intéressé par ce que vous racontez, et du coup, vous avez en face de vous deux personnes à convaincre, et le médiateur et lui. Et il vous donne difficilement l'occasion de l'affronter en direct. Il utilise davantage le médiateur et vous avez à convaincre deux personnes, ce qui n'est pas évident. Ça, c'est des techniques avancées. Malheureusement, je dois filer à l'aéroport. Ouais. On a eu beaucoup de désagréments aujourd'hui. La journée ne s'est pas passée comme prévu. On aurait dû faire cette interview beaucoup plus tôt. Ouais. Mais c'est un avant-goût. Tout à fait. Non, ce n'est que partie remise. On aura l'occasion de revenir sur d'autres détails et surtout sur le combat qu'il aura mené dans le domaine de la logistique avec un domaine qui est le domaine privilégié des multinationales. Et comment est-ce qu'il est arrivé à rentrer dans ce secteur d'activité et à casser le monopole des multinationales pour FC. Je n'ai pas parlé de la négociation des taux de fret, etc. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et là aussi, je vous dirai comment est-ce que il a pu parfois casser le monopole des syndicats, des monopoleurs que vous connaissez, et avec ces méthodes assez atypiques. Et donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus. D'accord. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que beaucoup d'entre nous ne savons pas à quel point ces grands industriels peuvent être patriotes parfois. C'est-à-dire qu'il y a des chasses gardées comme ça dans lesquelles il n'y a que des expatriés, des Français, des Libanais et ainsi de suite. Et quand on voit un Camerounais ou même un Africain dedans, on ne réalise pas en fait
l'exploit qu'ils ont qu'il a fait pour pouvoir être là, pour pouvoir être là. Et ça peut être intéressant d'entrer dans les coulisses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. C'est moi qui dis merci de nous parler. Ce n'est que ma partie remise. Oui, c'est une partie remise. On aura plus de temps et avec un micro beaucoup plus professionnel. Parce que là aussi, le micro a eu un souci aujourd'hui. Merci beaucoup, papa. Il n'y a pas de quoi. Et à très bientôt. Merci du courage. Je suis plutôt séduit par le fait que vous ayez accepté d'accompagner vos frères jeunes de votre génération, de les amener à comprendre que au-delà de tout, il n'y a que le travail personnel qui puisse payer. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci, il n'y a pas de quoi.